Ici, je suis dans le fleuve Jourdain, sur le lieu même où le Christ aurait été baptisé. Alors, est-ce que c'est vrai? C'est une légende? On l'ignore. Ce qui est certain, c'est que l'eau tient depuis les origines un rôle essentiel en Terre Sainte. Aujourd'hui, l'eau représente un enjeu stratégique pour certains et un symbole d'espoir ou d'enfermement pour d'autres. Les plages de Tel Aviv à la bande de Gaza nous emmènent pour un voyage loin des idées reçues, dans le berceau des trois grandes religions. Allez, 1, 2, 3. C'est parti, yallah. Depuis 1948, année qui marque la création de l'État d'Israël, Palestiniens et Israéliens s'opposent dans un conflit principalement nationaliste. Au problème du partage du territoire, viennent s'ajouter la dimension religieuse, avec le contrôle des lieux saints et le partage de l'eau. Après plus d'un demi-siècle de vaines négociations et d'affrontements sanglants, cette guerre semble aujourd'hui impossible à résoudre. Pourtant, au-delà de la haine, des deux côtés de la frontière, des hommes et des femmes rêvent de pouvoir un jour vivre en paix. Ce sont eux que je suis venu rencontrer. Ici, je suis au checkpoint de RS, qui est vraiment la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Voilà, donc des barbelés, du béton, le passage se fait à pied. On n'a pas le droit de rouler avec les voitures israéliennes de l'autre côté de la frontière. Voilà, on va couper la caméra, on se retrouve de l'autre côté. Je viens de passer le checkpoint contrôlé par le Hamas. Voilà, je suis en Palestine, à Gaza. C'est les mêmes oliviers, la même terre, mais tout de suite l'ambiance est complètement différente. C'est pas du tout le même monde. Salam alaikum. Voilà, ici c'est plus shalom, c'est salam. Salam. Au lieu de la résistance, la bande de Gaza a été rétrocédée aux Palestiniens entre 1994 et 2005. Avec plus d'1 600 000 habitants, pour la plupart réfugiés, c'est une des zones les plus peuplées au monde. Sous embargo israélien permanent, une des principales ressources tant en termes de travail que de nourriture, c'est la pêche. Mais en représailles à la seconde intifada, Israël a restreint de 12 à seulement 3 000 nautiques la zone d'action des pêcheurs qui ne trouvent plus de poissons. Une situation intenable pour ces marins gazaouis qui résistent et chaque jour tentent de franchir la limite en bravant la marine israélienne. Bon, je suis sur le port de Gaza City. Je suis à la recherche d'un bateau qui s'appelle Abdelrahman, qui est donc le nom de Dieu, qui devrait m'emmener à la pêche. Mais je vois absolument pas de nom sur les bateaux, donc je sais pas comment je vais le retrouver. Salam. Okay. Le bateau Abdelrahman. Salam. Je cherche le bateau Abdelrahman. Non? Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce bateau-là? On nous a canardé d'eau et puis ils nous ont tiré dessus. Et ils nous ont fait tomber à l'eau. Et ils ont fait couler le bateau. C'est ton bateau? Wow, ah, c'est chaud.
Salam alaikum. Vous savez où se trouve le bateau Abdelrahman? Ah ok, c'est vous? Tu es le Français qui vient pêcher avec nous? Ça, oui. Salam, salam. Bonjour, bonjour. Salam. Salam. Bon, bah, ça y est, j'ai trouvé mon bateau. Il y a même des petits mousses à bord. Il n'est pas vieux celui-là. Comment tu t'appelles? Farouk. Depuis combien de temps tu pêches et est-ce que ça a beaucoup changé la situation? Ça fait 50 ans que je suis en mer. Pêcheur. Avant, tout allait bien. On sortait en mer, on gagnait de quoi nourrir nos enfants. On n'avait pas de frontières. On était bien avec tout le monde, même avec les Israéliens. Elles sont où les frontières d'Israël? Elles sont là-bas au nord. Qui reste là-bas et qui nous laisse en paix? Pourquoi tout ça là, tout ce... Soi-disant on est des terroristes. Nous, pêcheurs terroristes? Comment ça? Jamais. Tu vois, les gens ici, ils se taisent. Mais demain, ça va exploser. On est tout de suite plongé dans l'ambiance. La situation est assez claire. Allez, c'est parti pour le large de la bande de Gaza. Ça fait un drôle d'effet de partir en mer avec une certaine appréhension. C'est la première fois que ça m'arrive. Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on va pêcher là? Là, nous allons pêcher des sardines. La saison des sardines vient de commencer et finira le mois prochain. L'armée israélienne nous interdit d'aller aux 6000 et nous arrête aux 3000. Mais dans les 3000, on n'attrape pas de sardines. Pourquoi est-ce que l'armée israélienne vous impose ce genre d'interdiction? On nous empêche d'aller en mer pour renforcer l'embargo sur les Palestiniens, et en particulier sur les pêcheurs. Ils mettent des obstacles pour les pêcheurs, mais nous, on n'est pas politisés. On n'a rien à faire avec la politique, avec l'État. Rien du tout. Israël dit à tout le monde et à l'Union européenne que le soutien à la résistance passe par la mer. Mais pas du tout. Les armes ne viennent pas de la mer. Là, il y a plusieurs bateaux positionnés au large de Gaza, de la frontière du sud à celle du nord. Ils vont nous arrêter à 200 mètres de la limite des 3000. Et donc après, c'est quoi? Boum, 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 boum. D'accord. Putain. Au secours. On voit hyper clairement les bateaux de guerre israéliens. À l'horizon, il y en a même un qui se dirige vers nous. Là. Ah, c'est fou parce qu'on est vraiment tout près de la côte. C'est étonnant de voir la mer comme une prison. C'est comme un second mur de Gaza, mais invisible celui-là. Là, on est à l'ancre, en dessous de la limite des 3000. Les Israéliens nous surveillent juste à côté. On va attendre donc les autres bateaux palestiniens pour essayer de passer en force, tous ensemble. Voilà, donc c'est un drôle de jeu du chat et la souris, voilà, où chaque jour les pêcheurs essayent d'aller plus loin. Ça, c'est les lignes de pêche gazaoui. Un gros système D avec le cadenas pour faire un plan. Si j'avais de l'argent, j'en achèterais un en bronze. Moi, j'ai l'impression d'être dans une situation hyper tendue avec les Israéliens qui sont en train de nous choper. Et eux, ils pêchent tranquille. Oh, fish. Voilà. C'est bon, ça, tamam. Sayad. Pêcheur français. Voilà un petit poisson gazaoui pêché légalement en dessous de la limite des 3000. Jérôme, aujourd'hui nous sommes tous les deux partenaires. On va aller gagner des shekels hein, avec les poissons. Ouais. Et toi, tu vas sur les bateaux depuis que tu as quel âge?
13 ans. Waouh. Est-ce que c'est un choix de venir à la pêche? Bah, c'est pour gagner des sous. Toi, t'as pas peur des Israéliens là qui vous tirent dessus? Le jour où j'ai pris la mer pour la première fois, ils nous ont tiré dessus. Là, j'ai eu peur. On avait passé la limite. Ils nous ont tiré dessus et ils voulaient nous emmener à Ashdod. On ne pouvait plus avancer, le moteur était tombé à l'eau. Des amis à nous sont venus nous remorquer pour rentrer à Gaza. Les Israéliens nous ont encore tiré dessus. Ils voulaient nous avoir, mais finalement, ils n'ont pas réussi. Ouais, il est beau celui-là. Il y a tous les petits bateaux sardinés qui arrivent de Gaza. Nidal, qu'est-ce qui se passe là exactement? Les petits bateaux sont arrivés. On va voir si on peut passer la limite des 3000. On va voir si on se fait tirer dessus. Donc là, ils sont en train de remonter le mouillage, l'ancre, pour avancer 300 mètres plus loin, pile sur la ligne des 3000. Voilà, donc on gratte du terrain pendant que le loup n'est pas là. Habituellement, quand vous essayez de franchir la limite des 3000, qu'est-ce qu'ils vous font? Quand on va plus loin au large, ils utilisent leurs canons à eau. Ils arrosent le moteur et les projecteurs. Ou bien ils tirent des balles sur les petits bateaux ou sur celui-ci. Ils sont capables de nous anéantir. Est-ce qu'il y a des pêcheurs qui se font tuer? Il y en a 2 qui se sont fait tuer par les bateaux militaires. Et vous avez déjà été blessé ou vous avez eu un bateau qui a été coulé déjà par les Israéliens? Quand j'ai été blessé, moi, c'était à l'époque de l'intifada. Et ce sont eux qui m'ont soigné. Les Palestiniens ne pouvaient pas me soigner. Ils m'ont transféré en Israël. C'est eux qui m'ont tiré dessus et c'est eux qui m'ont soigné. On est habitué, c'est bon. C'est pour ça qu'on n'a pas peur. Bon, faudrait dramatiser un peu. Ça fait quand même un drôle d'effet, quoi. Ouais. Waouh. T'as vu, dès que j'ai passé la limite, ils m'ont tiré dessus. Le bateau nous a pourchassés. Les poissons sont plus loin, ils sont juste derrière la zone. À la nuit tombée, l'équipage allume les rampes d'éclairage pour attirer les sardines. Nous devrons attendre 5 heures avant de pouvoir déployer les filets. Bon, ça y est, il est minuit. Les lumières sont éteintes. Et donc le dispositif se met en place. Ils vont envoyer la scène, donc c'est ce grand filet. Qu'est-ce qui se passe, Nida? Nous avons placé le petit bateau éclairé pour attirer le poisson. On est en train d'envoyer le filet et on va encercler le poisson. Tu sais s'il y a du poisson là déjà ou pas? On espère, mais c'est encore trop tôt pour voir s'il y en a. On saura en sortant le filet.
C'est les derniers mètres du filet qui remontent. Les pêcheurs vont savoir si les sardines sont venues jusqu'à eux ou s'ils ont encore perdu une nuit de pêche. Bon, voilà, ça c'est le résultat de la pêche. C'est maigre. Une demi-caisse de maquereau, une brassée de sardines. Ah, c'est la folie, c'est que dalle. Hein. Quand on voit tous les marins qui à bord, tous les efforts déployés. Pour vivre, vous avez besoin de combien de caisses de poissons? Aujourd'hui, la pêche était maigre. On a pris environ 10 kilos. Normalement, on devrait prendre 500 kilos pour pouvoir dire que c'est une bonne pêche et pour gagner notre vie. Retour au port, direction le marché pour vendre le poisson. Allez hop. Ici là? Ok. Yalla bina habibi. C'est moi qui bosse. Allez hop. Tout le poisson qui est ici, c'est quoi? C'est le poisson qui a été ramené par tous les pêcheurs de Gaza? Tout le poisson d'ici ne vient que de Gaza. Mais c'est vrai que quand on voit le nombre de bateaux, ça paraît pas beaucoup. Oui, ce sont vraiment de toutes petites quantités de poissons. Ça recouvre même pas les dépenses des pêcheurs. Tout ça, ça nous rapporte rien. Bon, allez, c'est parti, les enchères. Ça a l'air assez violent. Pour 4 caisses de maquereau, tout le monde se frite. 4 caisses de dorade à 300. 15,5, 16,5. 4 pour 16,5. Baisse à 10. C'est énorme. Tout le monde marche sur les caisses, là. Ça y est, le poisson a été vendu. Ça fait combien de shekels? Nous avons vendu notre poisson pour 170 shekels. Mais avec le fuel, on a dépensé plus de 1000 shekels. Cette fois-ci, on est donc perdant, avec 800 shekels de perte. Ce soir, ça sera mieux. Hein? Avant de quitter Gaza City, je suis invité à manger dans la famille de Saleh, au cœur du camp de réfugiés de Chataï. Salam. Vas-y, mange. Je mange. Du bon cornet de bif des Nations Unies. Bon déjeuner gazaoui. Tamam. Votre quartier, vous appelez ça un camp de réfugiés? Normalement, un camp de réfugiés, c'est avec des tentes. Pourquoi est-ce que vous continuez à employer ce terme? En 1948, quand les Israéliens ont occupé la Palestine, nos grands-parents se sont réfugiés ici dans des tentes. On peut continuer à construire. Ça restera toujours un camp de réfugiés. Aujourd'hui, ce que vous fait subir la marine israélienne, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut influencer les enfants et les faire rentrer justement dans la violence et plus profondément dans le conflit? Nous, on ne peut pas aller au combat.
Notre combat, c'est d'essayer de gagner de quoi vivre pour nourrir nos enfants et nos familles. Notre domaine, c'est la pêche, c'est notre métier. On ne connaît que la mer. Les bateaux militaires nous tirent dessus et on prend déjà beaucoup de risques. Nous, on ne veut pas résister aux Israéliens. Tout ce qu'on exige, c'est d'avoir le droit de pêcher. Et chacun reste tranquille. Qu'ils nous ouvrent la mer, qu'ils respectent les 12 000 qui nous étaient accordés lors des accords d'Oslo. L'armée israélienne détruit vos bateaux. Pourquoi est-ce que vous ne changez pas de métier et essayez de faire autre chose, que ça vous coûte de l'argent, j'imagine beaucoup d'argent à chaque fois? Nous, on est pêcheurs de père en fils. On ne sait rien faire à terre. On sort de l'eau, on meurt. Je suis en route pour Khan Younes, un petit village du sud de la bande de Gaza, à quelques kilomètres de la frontière égyptienne. Et je suis avec Oussama, pêcheur sous-marin et chasseur de trésors. Et on va embarquer en mer. Salam. Comment ça va? Ça c'est Mohamed. Jérôme. On est tout près de l'Égypte. C'est ici que vous trouvez pas mal de trésors sous-marins, c'est ça? Dans cette région, il y a eu beaucoup de guerres, donc on peut trouver pas mal de trésors. Pour l'instant, il n'y a jamais eu vraiment de fouilles archéologiques. Il y a quelque temps, il y a eu une grosse tempête. Le vent était fort et il y avait de grosses vagues. Les algues qui étaient sur les rochers ont donc été nettoyées. C'est pour ça que si on plonge, on va peut-être trouver des objets de valeur et des poissons. Bon, bah, c'est parti pour la chasse au trésor alors. Toi, t'es un sportif, toi? Oui, depuis que je suis tout petit, je suis dans la mer. J'ai appris à nager, j'ai appris à plonger. Toute notre vie est tournée vers la mer. Où est-ce qu'on va plonger? Nous allons plonger autour d'un plateau de roche. C'est un endroit où je trouve des choses habituellement. Si Dieu veut, on va voir. Toute la région orientale de la Méditerranée, c'était une zone d'échanges intenses, d'échanges commerciaux. Il y a eu aussi des guerres, donc il y avait plein de bateaux qui ont navigué ici. Ils n'avaient aucun moyen donc, de navigation, des compas, donc souvent ils venaient faire naufrage tout près des plages. Et c'est comme ça qu'ils trouvent ces fameux trésors. Elle est fraîche quand même. Approche, approche, c'est ici. Où est-ce que tu les trouves, les objets antiques? Je plonge ici depuis que j'ai 8 ou 9 ans. Je connais chaque rocher sur la côte de la bande de Gaza. Quand les objets sont à côté des rochers, on peut les repérer. Au fil du conflit israélo-palestinien, la Gaza de béton semble avoir éclipsé Gaza l'Antique. La cité caravanière, prise par Alexandre le Grand,
le port d'Antédon qui a vu défiler les civilisations mythiques. Sur ses rives, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Ottomans s'échangeaient encens, parfums, pierres précieuses, olives et vins. Aujourd'hui, ces vestiges oubliés dans les profondeurs marines permettent aux pêcheurs de survivre lorsqu'ils ne trouvent plus de poissons. Good, good. Oh. Good. Yeah. Bon, elles sont un peu toutes cassées mes amphores, mais c'est magique de se dire quand même que sous la surface de l'eau, à peine à quelques mètres, il y a des objets qui datent de 2000 ans. Ça témoigne de toute la richesse de Gaza et de toute cette région. Allez, moi j'ai remonté à bord parce que je commence à me cailler sévère. Ouais, c'est pas mal ça, hein. Belle petite amphore là. Bien concrétionné. Les Égyptiens, les Grecs, les Romains utilisaient ça couramment pour les conserves de poissons, les olives. C'est toutes ces pièces là, vous savez de quand ça date? Il y a des experts qui viennent et datent les objets. Ça je connais parce que c'est pas la première fois que j'en trouve. On m'a dit que ça datait de la période ottomane. Ça date de 600 ou 700 ans. Super beau, tout sculpté là. C'est beau ça. Si tu le vends, tu gagnes un mois de salaire. What was it? Qu'est-ce qu'on a entendu là? Un bombardement. Bombe. Ils doivent bombarder les tunnels. Mais une bombe pourquoi? Quand l'armée israélienne soupçonne quelque chose, ils bombardent. Ouais, ça s'arrête jamais. Boum, boum, boum. Ça surprend, non? Pour nous, c'est pas un problème, on a l'habitude. Yallah. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا يا حبيبي يلا. يلا 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 يلا. نفرح ونقول ونخفنا حنينهم. ما شاء الله. J'ai passé un très bon moment avec vous en mer, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette vie-là? La vie de la mer est différente de la vie de la terre. La vie à terre est pleine de tristesse. Quand je viens à la mer, j'oublie tout ça. Quand on plonge sous l'eau, il n'y a plus de politique. Dans le contexte géopolitique de Gaza, la mer a un sens particulier pour la population. La vie politique touche la mer. Parce que quand tu mets une limite, forcément, ça touche les pêcheurs. Et c'est pas tous les jours facile, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs à Gaza. J'espère que nous pourrons un jour revenir à l'époque de mon père, quand on partait au large plusieurs jours, pour revenir avec beaucoup de poissons. Quand vous regardez la mer comme ça, est-ce que parfois vous avez envie d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté? De prendre un bateau et de partir? J'ai envie de voir un autre monde que celui où je vis. J'ai envie de voir comment vivent les gens ailleurs, sans qu'on me tire dessus, sans tous les problèmes. Celui-là a tué un tel, lui a tué l'autre. Nous aimerions partir. Pas nécessairement par la mer, par la terre aussi. Je rêve de liberté, je rêve d'une situation stable pour mon pays. Je rêve que l'embargo se finisse pour que l'on puisse vivre et préparer l'avenir de nos enfants. Pour moi, la liberté, c'est plus important qu'un État. La liberté de se déplacer comme on veut, que personne ne te demande où tu vas et d'où tu viens. Faire ce que tu as envie de faire. Nous voulons montrer que nous sommes des gens de paix. On s'aime entre nous et on aime les autres aussi. Better not to say
Je quitte Gaza pour Tel Aviv, une ville balnéaire moderne, capitale mondiale de la fête, qui semble loin des réalités de la guerre. Derrière cette insouciance apparente, se cache une volonté farouche de vivre l'instant présent. Enclavé au cœur d'un Moyen-Orient en plein chaos, ici chacun sait que la situation peut basculer à tout moment. Ici, je suis sur la plage de pêcheurs de Palmachim, au sud de Tel Aviv. Alors, c'est pas du tout des pêcheurs que je suis venu rencontrer, mais Nadine Baumer, une chorégraphe qui a fait de la mer un élément central de ses créations. Un gros contraste avec les pêcheurs. Nadine? Hello. Bonjour, je suis Jérôme. Salut, ravi de te rencontrer. Donc c'est ici que tu danses? Oui, c'est mon studio. Tu aimes? J'adore. Comment en es-tu arrivé à quitter ton studio pour travailler sur la plage? En fait, c'est venu de la recherche d'un mouvement venant d'un endroit qui bouge indéfiniment. Je regardais le mouvement des vagues et j'ai vu comme un vrai ballet avec des danseurs et une chorégraphie. Et ça finissait jamais et ça m'a fait rire et pleurer en même temps. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti le mouvement de la mer en moi. La mer pour toi est un mouvement perpétuel? Oui, c'est un mouvement qui se répète, mais toujours différemment, à chaque fois. Et c'est ce que je cherche avec mes danseuses. Je ne veux jamais le même mouvement. Chaque seconde a son mouvement. Vous pouvez commencer à danser. Cherchez tout de suite à élargir le mouvement. Allez-y, vous pouvez développer ce grand mouvement. N'arrête pas le mouvement et ne pense plus. C'est ça. Respire. Qu'est-ce que l'eau et la mer représentent pour toi? D'abord, c'est moi. Je suis faite de 70% d'eau. Mes restes redeviendront sable. J'étais à la recherche du mouvement pour ma création. J'avais besoin d'un langage et c'est ici que je l'ai trouvé. C'est ma langue. Et tes danseuses montrent vraiment un autre visage d'Israël. Oui, je crois, oui. C'est le côté humain, heureux, le côté artistique. C'est la liberté du corps. Sous les bombes, il y a l'art, la danse et la joie. Quand on nous parle de politique à l'étranger, je dis parlons de notre ballet, parlons d'art. Ne parlons pas de la guerre. Dans l'esprit des danseuses, ce qui compte, c'est la danse. Tu sais, je viens de rencontrer des pêcheurs à Gaza et ils m'ont dit « on veut seulement pêcher ». Elles veulent seulement danser. Merci pour cette phrase, c'est exactement ça. Est-ce que tu aimes danser? Bien sûr. Tu veux essayer? Ouais. Allez, on y va. Ne me rends pas ridicule. D'abord, on se sert de l'énergie sans se toucher. Juste les mains comme ça. Si tu sens quelque chose comme des fourmillements ou de la chaleur, si tu le sens, c'est ça l'énergie. Puis on suit cette énergie ensemble. Elle est très forte. Ouais, c'est fou. Je sens vraiment quelque chose. Tu sens? Oui, vraiment. Maintenant, tu fais des cercles. Waouh, ça devient plus fort, tu vois? C'est ça le mouvement. Maintenant, on va voir jusqu'où ça monte. Avec ton énergie, tu peins à travers ton corps et tu deviens une image. Tu vois? Un beau danseur, t'en penses quoi? C'est un bon début. Il est doué. Tu es trop gentil.
C'est comme ouvrir son esprit et son corps à la nature. Depuis ce matin, qu'est-ce qui a changé dans votre esprit et votre corps depuis que vous avez dansé dans l'eau? Comme une tasse vide qui se remplit. C'est ça que je sens. Je me sens plus vivante après. Ce matin, j'avais envie de dormir, de rien faire et être... Paresseuse? Oui, paresseuse, oui. Et toi, tu t'appelles comment? Sharon. Je suis debout devant la mer. Et au début, ça paraît difficile de danser. Et puis, tu commences à bouger et c'est parti. Donc voilà, c'était Sharon. Vous semblez vraiment heureuse. Ici en Israël, quelle relation avez-vous avec la mer? On vient à la plage tout le temps, c'est vraiment notre lieu de relaxation. Moi, je suis tout le temps ici. Les derniers bombardements, j'étais assise là et je regardais les bombes. Mais la mer, ça me relaxe. À cause de la guerre et de la tension, chacun a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Les Israéliens ne veulent pas admettre cette vie. Alors, ils font semblant que tout va bien. Et ça nous fait réaliser qu'il faut vraiment apprécier chaque moment de la vie. Quand je vous vois toutes danser comme ça, j'ai du mal à réaliser que vous avez toutes fait l'armée pendant 2 ans. Je crois pas qu'on ait tant de danseuses dans l'armée en France. On fait venir des profs étrangers pour donner des cours ici. Et certaines élèves arrivent de l'armée avec leur uniforme. Un jour, une fille est arrivée avec son arme et la prof était terrifiée. Elle avait son arme et me dit « Salut Nadine, attends, je pose mon flingue ». La prof était choquée, elle était comme ça. Pourtant, aucune d'entre vous n'a franchement l'air d'une guerrière. Attends, méfie-toi. Je sais. Les femmes israéliennes sont très fortes. Comment vous dites forte d'ailleurs? Chazaka. Voilà, Chazaka. Je suis à Petah Tikva, une des grandes villes d'Israël. Il y a une importante communauté juive orthodoxe qui s'est installée ici au fil du temps. Moi, j'ai rendez-vous avec un rabbin, qui entretient un lien très particulier avec la mer. Ici, c'est la Bet Knesset, la grande synagogue de Petah Tikva. Toi, Chaim, tu es rave, tu es rabbin, mais est-ce que tu as un autre métier? Je m'occupe de jurisprudence religieuse. En plus de mon travail de médiation en tant qu'avocat, je commande les unités spéciales de l'organisation Zaka. Explique-moi ce que c'est que Zaka exactement. Zaka est connu surtout pour s'occuper des morts
dans les attentats terroristes. Tout meurtre, tout suicide, tout cadavre qu'on retrouverait dans un état improbable, nous nous chargeons d'en rassembler l'intégralité pour l'enterrer dignement. Toi, Chaim, dans ton unité spéciale, tu fais la même chose, mais en mer, c'est ça? Oui, je suis en charge d'une unité qui s'occupe plus spécialement des gens disparus sous l'eau, dans la mer, dans les fleuves, dans les puits. Si un homme disparaît là-bas, nous savons comment le chercher. Zaka sur terre fait la même chose que Zaka dans l'eau. Mais il faut savoir plonger pour arriver à trouver le cadavre. Tu sais plonger? Oui, je sais plonger, moi c'est mon job, je suis plongeur professionnel. Viens avec nous et on verra ce que tu sais faire. Kadima? Allez. Que ce soit sur le théâtre d'attentats en pleine intifada ou lors de noyades de baigneurs, les volontaires de Zaka interviennent pour honorer les corps des défunts. Selon un commandement biblique, rassembler les restes des victimes pour les enterrer dignement est la forme la plus élevée de charité. Donner sans rien espérer en retour. On a quitté la ville de Petah Tikva, on est ici à quelques kilomètres sur une plage pour participer à un entraînement des unités de plongeurs de Zaka. Donc il y a beaucoup de religieux et c'est marrant de les voir habillés en sauveteur. C'est très très différent comme ambiance que celle de la synagogue. Boker Tov. Simon. Yair. Oshik. Amir. Ça c'est pour qui? C'est pour toi. Ouais, super. Bienvenue au club. Il y a des requins là. That's very good. Donc les équipes de Zaka, elles sont composées comment? C'est des volontaires, c'est des professionnels? Oui, Zaka, ce ne sont que des volontaires. Le rôle de chacun est défini selon ses compétences particulières. Il y a beaucoup de volontaires très bien formés qui viennent de l'armée. Les religieux et les laïcs sont en nombre égal. Les équipes de Zaka sont formées par les services de police scientifique et sont amenées à intervenir à l'étranger pour venir en aide aux victimes, sans distinction de confession ni de race. Tu t'appelles comment? Schneo. Schneo. Schneo Zalman Ehrentreu. Ok. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Merci. Il va le fausser comme ça. Ok. Alors, il faut dévisser un peu là pour pouvoir ensuite l'assembler à la bouteille. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de travailler avec Zaka? C'est très important pour moi de venir, de ne pas penser qu'à soi et de s'investir pour les autres. Mais dans le judaïsme, ça a un sens particulier? Oui, nous croyons à la venue du Messie. Et quand il arrivera, il y aura la résurrection des morts. Et donc, pour que chaque être humain puisse se lever et se joindre au Messie à côté du temple de Jérusalem, son corps doit être intègre, à la grâce de Dieu. Non, regarde. Din, déjà j'ai fait une mitzvah, je t'ai sauvé la vie parce que tu allais mettre la bouteille sur le mauvais détendeur. Ok. On va aller plonger ensemble. Hein, toi et moi, on va aller sous l'eau. Ouais, super. Bon alors, on a un homme entre 16 et 20 ans qui est entré dans l'eau. Il mesure environ 1,68 m et il ne doit pas faire plus de 70 kg. Bon, on n'oublie pas de bien passer le brancard par en dessous pour éviter de perdre des morceaux. D'accord ? L'entraînement de Zaka se fait dans les conditions du réel. Les plongeurs sont reliés à la surface par des systèmes de communication. On est repartis en 2 équipes de 4 et on quadrille le fond de manière systématique. Une zone de 2 km², c'est énorme.
En haut, les jet skis sont en appui, mais ils tentent aussi de repérer le corps. Les recherches peuvent parfois durer jusqu'à 16 heures. Aujourd'hui, la visibilité est bonne. J'espère que ce ne sera pas le cas. On a dû le passer, ça doit être plus là-bas. On ratisse, mais on trouve rien. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. On l'a vu par là. Par là, par là. Il est là. Dis-leur qu'ils ont trouvé le corps. C'est un mannequin, mais ça fait quand même un drôle d'effet de découvrir ça sous la flotte. On a le cadavre, venez. Allez, 2, 3, 4. Le plus que vous ayez passé pour retrouver un corps, c'est combien de temps? Une fois le temps de le trouver et de le sortir, ça nous a pris 18 jours. L'état du cadavre était catastrophique. Mais bon, c'était un jeune homme. Sa femme et ses enfants venaient chaque jour nous voir à la fin de la journée et nous demandaient « Ramenez-nous papa, ramenez-nous papa ». Et c'est pour ça qu'on a continué 18 jours alors que c'était très long. Qu'est-ce que tu ressens quand tu trouves un corps comme ça? C'est quelque chose que tu as beaucoup attendu. C'est un soulagement, même s'il s'agit d'un moment très tragique et triste. Tous les deux, là, vous plongez pour le travail. Est-ce que vous avez aussi envie de plonger pour le plaisir d'explorer les profondeurs des océans? On voit la beauté même si on est dans le cadre des activités de Zaka. On n'oublie pas les bons côtés de la plongée. J'ai fait l'expérience de la plongée de nuit et j'ai vu de très belles choses. Et ça m'a beaucoup ému de comprendre que ce que Dieu a fait sur terre, il l'a aussi fait dans la mer. Quand c'est Shabbat, il n'y a pas de problème pour aller plonger, pour intervenir en mer comme ça? Chaim est responsable. Il garde un téléphone chez lui même pendant le Shabbat. Et suivant la situation, il demande son avis au Rav Roger, le rabbin de Zaka, qui lui détient les réponses à ces questions. Bon, Shabbat shalom. Shabbat shalom. À tout à l'heure. Welcome, welcome. Un, 2, 3. 1, 2, 3. On fait la prière. Béni sois-tu, Dieu, notre Seigneur, roi du monde, et qui nous demande de purifier nos mains. La raison pour laquelle on fait ça 3 fois, c'est pour te rendre les mains pures. Une grande table pour de grands invités. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel rôle tient l'eau dans la religion juive. C'est un axe de liaison entre Dieu et le peuple juif. Quand Dieu a voulu faire sortir le peuple juif d'Égypte, il les a fait sortir par la voie de la mer. La mer s'est ouverte en deux
et tout le peuple d'Israël a marché à travers la mer. La mer s'est ouverte en deux et toute l'eau du monde s'est fendue en deux. Là, on parle de l'eau dans la Torah à travers les millénaires. Aujourd'hui, les choses ont changé depuis la naissance du peuple juif. Comment est-ce que vous voyez la pollution, la surpêche, toutes les menaces qui pèsent sur l'eau et quelque part sur l'humanité? Je suis plus optimiste que pessimiste, mais il faut que je sois réaliste. Le vrai état de la planète est, comme tu dis, très problématique. Mais nous croyons beaucoup en la rédemption en général. Je suis plein d'espoir d'un autre côté, car celui qui a fait le monde est plus fort que celui qui essaie de le détruire. Dieu a donné à l'homme le droit du choix. Et il recommande seulement comment se comporter avec le monde. Le conserver, ne pas l'abîmer. Il peut choisir le côté que Dieu n'a pas choisi. C'est le libre arbitre. לחיים, 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 לחיים.